Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Face à Face. Mon invité du jour était un homme de mode lourd, comme il aimait se désigner. Il est aujourd'hui l'homme fort du Métis, et plus globalement du réseau Le Met de l'Eurométropole de Metz. Franck Duval, bonjour. Bonjour. Alors je parle de mode lourd, c'est pour évoquer les transports via le métro et les tramways que vous avez bien connus. Oui, j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à exploiter, à opérer des métros et des tramways. C'est pour ça que vous citez le mode lourd. Notamment dans le Nord. Oui, notamment dans le Nord, oui, et un petit peu partout en France et dans le monde, notamment pour les métros automatiques. Et bon, on va y revenir tout de suite dans la première partie de cette émission, c'est l'heure du parcours. Alors Franck Duval, vous êtes originaire de Normandie, et plus précisément de Rouen, une ville qui mérite d'être connue, un petit peu comme Metz. Vous avez effectué des études d'ingénieur avant de vous prendre de passion pour les transports. Vous avez travaillé de 1991 à 2006 à la mise en place du métro automatique à Lille. Vous avez ensuite développé le réseau de bus à Lens, Liévin, puis le tram à Amiens, avant d'arriver donc en 2015 à Metz pour remplacer Yves Le Charnu. Vous êtes donc à la tête de l'entreprise des TAM, Transport de l'agglomération de Metz Métropole, et le Met, le nom du réseau. Je sais que vous ne voulez pas trop qu'on s'attorde sur votre parcours, mais j'ai quand même 3-4 questions. Je vous en prie. Je voulais déjà revenir sur cette passion quand même pour les transports. Comment vous est-elle venue? Est-ce qu'enfant vous aimiez jouer au train électrique, ou alors c'est tout autre chose? Oui, alors il y a un peu de ça, mais surtout c'est un peu plus tard, au moment de mes études. J'ai fait mes études sur le campus universitaire de Lille, et à cette époque-là était en construction ce fameux métro automatique qu'on a vu un peu partout en France, dans d'autres villes. Et donc je me suis intéressé, c'est un process un peu particulier, parce que c'est un métro entièrement automatique, sans conducteur. Donc c'était techniquement et intellectuellement assez intéressant. Voilà, ça vient un peu de là. Alors c'est vrai que ce métro à Lille, le fameux VAL, véhicule automatique léger, a cartonné, puisque à tel point qu'il a fait des petits, si je peux me permettre, Orly, Toulouse, Rennes, Chicago, ou même Taipei. Ça doit quand même être une grosse fierté. Oui, effectivement. Alors Lille, j'y travaillais à l'époque, était le réseau précurseur. Donc tous ceux qui voulaient développer ce type de transport en commun venaient à Lille, d'abord pour observer et pour voir. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps à développer ces réseaux ailleurs et à former le personnel. Puisque évidemment, il y a des postes de contrôle assez étoffés pour piloter tous ces processus automatiques à distance, puisqu'il n'y a pas de conducteur. Au-delà de l'aspect technique, l'aventure humaine a dû être incroyable. Incroyable. D'abord, les phases de projet pour développer des outils d'aménagement du territoire, parce que c'est aussi ça, sont faramineux. Et donc, on embarque toute une population, on embarque des techniciens, on embarque des ingénieurs qui ont envie d'avancer. C'est l'innovation. Ça reste votre meilleur souvenir de votre carrière? Oui, effectivement, parce que ça a duré un petit moment, ça a été étalé à la fois dans le temps et géographiquement un petit peu partout en France. Mais mon meilleur souvenir, c'est celui d'hier. Voilà, tous les jours, il y a des choses intéressantes à faire. Vous vous épanouissez vraiment dans ce que vous faites? Oui, absolument. Oui. Je suis tombé dans le transport quand j'étais petit, dedans comme Obélix. Et vous aimiez mouiller la chemise? Oui. Même au quotidien avec vos équipes, notamment on l'a vu à Metz ces dernières années. Oui. Bon, je suis comme ça. D'abord, j'ai une certaine proximité. Et puis, vous savez, dans une entreprise, pour embarquer les gens sur les projets, il faut être en proximité, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je voulais revenir avec vous sur une anecdote. Il paraît que vous avez passé une semaine de vacances à Metz en 2011, notamment pour visiter le centre Pompidou-Metz. À l'époque, vous ne pensiez jamais revenir 4 ans plus tard. Non, absolument. Et finalement pas. Oui. Je suis venu effectivement passer une semaine. J'avais projeté parce que j'étais venu enfant, adolescent, mes parents avaient des amis autour de Metz, et j'étais venu, mais j'avais peu de souvenirs. Et donc je suis revenu avec ma femme et mon fils, et j'avais prévu de séparer la semaine en deux, la moitié à Nancy, la moitié ici. Et je suis resté la semaine à Metz. Vous avez bien fait, parce que Metz c'est quand même beaucoup mieux. Je suis allé à Nancy, pour tout vous avouer, faire le touriste, place Stanislas notamment, mais j'y suis resté une journée, et le reste du temps, je suis allé en TER et je suis revenu. Et je suis resté à Metz, et j'ai eu de la chance, un temps magnifique. Mais il fait toujours beau à Metz. Voilà, mais je ne le savais pas à l'époque. Alors vous avez dit à l'époque que cette ville est une ville à taille humaine, étonnante et attachante. Oui. Est-ce que 7 ans plus tard ou 10 ans plus tard à l'époque, vous le pensez toujours? Oui, même cette idée est encore plus forte. Metz est une ville qui est peu connu, j'exagère un peu, mais quand moi je suis venu et que j'ai eu une mobilité, certains membres de mon entourage m'ont dit pourquoi tu vas à Metz, voilà. L'idée que les Français ont de Metz n'est pas du tout la réalité, complètement déconnectée. C'est une ville qui est plutôt jolie, qui est agréable à vivre, à taille humaine, vous l'avez dit, dans lequel il y a plein de choses à faire, plein de choses intéressantes à y faire, et donc moi je m'y plais.
Comment ça s'est passé finalement, votre arrivée à Metz? Parce que c'est vrai que vous étiez dans le nord, même si la Picardie c'est un petit peu en dessous. Comment ça s'est passé? Tout simplement, vous l'avez cité, Yves Le Chanu, mon prédécesseur, a souhaité quitter la région, j'en ai entendu parler, et donc je me suis intéressé à ce poste et à ce réseau, et donc j'ai porté candidature, voilà, je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de piloter ce réseau, et puis il y avait un très très beau projet. Vous savez, quand on est dans le transport et qu'on baigne dans ce monde-là, l'innovation qui a été faite ici en matière de BHNS, de bus à haut niveau de service, est très intéressante. Et on regarde ça de partout en France. Et donc je me suis dit, j'ai envie, et c'était le début encore, hein, j'ai envie de venir voir et de développer ce process, et de faire grandir et faire rendre ce réseau tout à fait mature, ce qu'il est aujourd'hui. Le métier s'était déjà lancé à l'époque. Est-ce que vous n'auriez pas préféré un projet en partant d'une feuille blanche? Oui, sans doute, mais c'est les aléas de la vie professionnelle, voilà. J'ai entendu parler de Metz, cette ville m'a intéressé. J'y étais venu, vous l'avez cité, 3 ans plus tôt, sans le savoir, que j'y poserais un jour mes valises. Et voilà, c'est les aléas de la vie, les opportunités professionnelles. Je voulais avoir votre avis aussi sur la vision des problématiques du transport actuellement. Il y a eu l'âge d'or des trams, des voitures. Et aujourd'hui, vous en avez parlé, est-ce qu'on peut dire que c'est l'âge d'or des fameux BHMS? Pas facile à dire. Non. Le bus à haut niveau de service. Oui, vous savez, la vie est faite de balanciers, hein, d'aller et retour. Donc, il y a eu des tramways MS, il y en a eu dans beaucoup de villes de France. On les a enlevés parce que pendant un certain nombre de décennies, la voiture a pris toute la place, on le voit bien. Et puis aujourd'hui, on fait un peu marche arrière. On voit bien les investissements lourds que font les métropoles, les collectivités locales un peu partout en France, et notamment à Metz, mais on y reviendra, pour la mobilité et pour le transport. Et donc, on laisse un peu moins de place à la voiture, parce qu'on laisse aussi les modes doux, les piétons, les vélos... Enfin, justement, est-ce que l'air n'est pas au multimodal? Oui, il n'y a pas qu'un seul mode de transport? Oui, je dis toujours ça, moi, on n'est pas dogmatique dans le transport, c'est-à-dire qu'on fait pas... on force pas les gens à monter dans notre réseau de transport, ils y viennent parce qu'il est agréable, il est utile, et voilà. Mais moi-même, je suis un utilisateur de tous les modes de transport. Je suis à vélo de temps en temps, je suis à pied régulièrement, je suis dans le réseau Le Met, bien évidemment, très régulièrement. J'ai aussi une voiture et je prends ma voiture aussi. Il ne faut pas opposer les modes les uns avec les autres. On a tous besoin, en fonction des moments de la journée ou de la semaine, d'un mode ou d'un autre. Ça dépend de ce qu'on fait. Évidemment. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de cette émission. C'est le pile ou face. Franck Duval, je vais vous proposer plusieurs photos dans l'écran devant vous, et il ne faut en choisir qu'une en m'expliquant pourquoi. Et je commence tout de suite par les photos transport insolites. Alors je ne sais pas si vous connaissez, alors à gauche c'est le monorail de Wuppertal, le plus ancien au monde, et à droite, comme le nom l'indique, c'est le Roosevelt Tramway Island. Oh, c'est difficile. Allez, je vais prendre le Roosevelt Tramway Island parce que c'est vraiment des transports, vous l'avez dit, très innovants, très particuliers. Ce sont des niches, je dirais. La majeure partie des collectivités locales qui font du transport, ils font beaucoup de bus, du tramway, du métro. Des transports comme ça sont un peu particuliers. Bon, et puis, voilà, on est dans des dimensions un peu atypiques, je dirais. Donc voilà, c'est pour ça que je cite ça. Et puis, vous savez, le téléphérique ou les modes parallèles, un petit peu en le vent en poupe ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y en a un à Brest, qui est en France, qui est revenu là-dessus, mais il y en a beaucoup d'autres projets en France, en Île-de-France, dans le Sud. Voilà. Et c'est des choses qui reviennent sur la table, parce que c'est un peu moins cher qu'une ligne de tramway, par exemple. Alors, ce n'est pas du tout la même capacité, ce n'est pas du tout la même utilisation, évidemment. On sait par exemple qu'à Lyon, il y a le fameux funiculaire. Tout à fait, exactement. Donc voilà, ça c'est des niches. Le funiculaire, ça fait des décennies qu'il existe. Je n'ai pas en tête la date de création de ce funiculaire, mais ça marche toujours. Voilà, pour monter, voilà, il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous aviez eu vent de cette idée de Cédric Goutte, qui est le maire de Voipy, lui qui avait proposé pour l'A31 un monorail. Oui. Alors ça c'est lié aux difficultés de circulation des pendulaires. Vous savez ça aussi bien que moi. Ces allers-retours tous les jours sur l'A31, mais aussi sur le train avec la SNCF, dont un certain nombre de lignes sont saturées. Alors même si la SNCF fait beaucoup de choses pour améliorer tout ça, donc il y a cette idée effectivement de monorail, de RER. On l'appelle un peu comme on veut. Bon, c'est des projets très lourds, hein, très coûteux et très lourds, mais voilà, toutes les idées sont à mettre sur la table pour essayer de solutionner cette difficulté d'aller et venue des pendulaires vers le Luxembourg tous les jours.
On parlera d'un autre serpent de mer un peu plus tard, mais le serpent de mer de l'A31 bis, c'est un dossier qui vous intéresse en tant que spécialiste des transports? Oui, la mobilité en général m'intéresse. Bon, alors ça sort un petit peu de mon champ du transport urbain de voyageurs, mais c'est intéressant parce que tout ça c'est lié. Encore une fois, vous le disiez tout à l'heure quand on parlait de multimodalité, on a beaucoup de métropolitains qui viennent dans le réseau Le Met, mais qui ont préalablement utilisé un autre mode de transport. Le vélo, on le disait, la marche à pied, mais aussi leur voiture et pourquoi pas le TER. Hein, donc tout est possible. On va passer tout de suite aux deuxièmes photos et je pense que le choix va être cornélien pour vous. Ce sont les photos musique que je vous propose avec à gauche John Coltrane. Je sais que vous êtes un grand amateur de jazz et à droite les Rolling Stones. Alors effectivement, c'est très cornélien, hein, c'est deux types de musique tout à fait différents. Mais que vous adorez. Mais que j'adore. Je prendrai les plus récents, je vais dire les Rolling Stones, parce que c'est vraiment l'histoire du rock. Et puis voilà, c'est toujours d'actualité, hein, parce qu'ils sont encore là. Mais j'aime aussi beaucoup le jazz et Coltrane, effectivement, c'était un maestro. Ouais. La musique prend une part importante de votre vie? Ah oui, j'écoute de la musique tous les jours. Oui, c'est fondamental pour moi, ça fait partie d'un besoin viscéral. Oui, bien sûr. Principalement du jazz, du rock, un peu de classique aussi. Très bien, on va passer tout de suite aux dernières photos, les photos villes. Et là aussi, ça ne va pas être simple, peut-être, avec à gauche la ville de Metz et à droite la ville de Rouen. Ah oui, effectivement, choix cornélien, deuxième choix cornélien. Oh, je dirais Metz, parce que Rouen est ma ville de naissance, mais c'est ma ville. Est-ce que c'est une réponse de Normand, ça? Non, parce que j'aurais dit les deux, mon capitaine. Oui, c'est vrai. Non, je choisis Metz, parce que c'est ma ville, voilà, j'y habite, j'y travaille et je m'y plais. Rouen, c'est une belle ville, mais j'y ai vécu 18 ans. Après, je suis allé faire mes études ailleurs, donc voilà. Vous avez encore de la famille, vous y retournez de temps en temps? Oui, de temps en temps, mais de moins en moins, parce que voilà, je prends quelques cheveux blancs, vous avez remarqué, je vieillis, donc forcément les liens se distendent, on perd, parfois loin des yeux, loin du cœur, on perd un peu la trace d'amis, d'enfance, de lycéens, d'étudiants, voilà, des choses comme ça. Donc encore un peu, mais de moins en moins. Quelle est la ville où vous vous êtes senti le plus épanoui? Est-ce que c'est aujourd'hui à Metz ou est-ce qu'à Lille, où justement on en a parlé tout à l'heure, vous avez connu une aventure incroyable humainement, c'était le kiff? Oui, je dirais Metz parce que encore une fois, c'est là que je vis et c'est là que je me sens bien. Mais oui, j'ai fait Lille, c'est une ville très sympathique. Alors, on n'est pas tout à fait à la même échelle parce que la métropole de Lille est un peu plus grande. Donc, évidemment, la vie est un peu plus dense. On y circule très mal, hein, beaucoup plus mal qu'à Metz, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un vrai changement quand vous passez d'une grande ville à une ville, je dirais, moyenne, même si elle a son importance. La circulation est beaucoup plus difficile dans des grandes métropoles. On arrive à la moitié de cette émission, on passe à la troisième partie tout de suite, c'est l'actualité. Alors, priorité du mandat de Dominique Gros, le Métis est en circulation depuis la fin 2013. Ça fait grosso modo 8 ans et demi d'existence. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le Métis est sur les bons rails et que plus dur est derrière lui, derrière vous ? Ah oui, tout à fait, oui. Il suffit qu'on regarde un seul critère, la fréquentation de ce Métis. Les concepteurs de ce projet, quand ils avaient travaillé à la mise en place de ce Métis, évoquaient de l'ordre de 25 000 voyageurs jour, 25 000 voyageurs par jour sur ces deux lignes de Métis. Jusqu'à la veille du confinement du printemps 2020 lié au Covid, on faisait 42 000, 45 000 voyageurs jour. Donc vous voyez, on est largement dépassé les fréquentations qui étaient dans les tuyaux à l'époque. Donc oui, il est sur de bons rails et il va continuer, même si le Covid a un peu perturbé les choses. Oui, justement, je rebondis. 8 millions de voyageurs en moins durant la crise du Covid. Est-ce que vous estimez que vous avez regagné la confiance des Messins et des Mosellans, même si le Covid n'est pas terminé, il faut le souligner? Voilà, alors ça revient progressivement. En 2020, vous l'avez dit, 4 400 000 euros de perte de recettes commerciales pour Metz Métropole, pour l'Eurométropole de Metz, ce qui est lourd financièrement. Donc voilà, le Covid nous a mis un coup sur la tête. Progressivement, cette fréquentation et ces recettes reviennent avec de bonnes nouvelles. Le premier trimestre de 2022 tangente s'approche, avec bonheur pour nous, de la fréquentation de 2019. Donc j'ai la naïveté de croire que ça va revenir petit à petit. Il y a un effet de traîne lié à ce Covid qui met un peu de temps. Et puis il y a aussi des changements dans les modes de vie des métropolitains. Le télétravail, la mobilité a un petit peu chuté. Le réseau Le Met avait attiré son 20 millionième voyageur en 2017. Le 24 novembre 2017, plus de 100 000 voyageurs l'avaient même fréquenté. Alors c'était lié à l'ouverture, l'inauguration de Muse. On voit notamment les images. Où en est-on concrètement?
et statistiquement 5 ans plus tard? Alors, de la date à laquelle vous faites allusion jusqu'au jour du confinement, donc au printemps 2020, Oui. cette fréquentation n'a cessé de progresser. L'année la plus forte a été 2019, avec 23 400 000 voyageurs au cours de l'année 2019. C'est la plus belle année de fréquentation de l'histoire des transports en commun de la métropole de Metz. Et puis évidemment, jour du confinement, jusque la veille, je précise, nous dépassions les objectifs de fréquentation qui sont à notre contrat avec l'Eurométropole de Metz. Et puis le confinement, pour vous donner une indication, vous citiez de l'ordre de 100 000 voyageurs jour, c'était tout à fait vrai. Pendant le confinement du printemps 2020, on était descendu à 5 000 voyageurs jour. Donc vous voyez la différence. Et sur 2022, il y a des chiffres qui se rapprochent Voilà. peut-être Donc, des 100 000? Exactement, on revient tout doucement, alors plutôt 85, 90, 92, on s'approche de la fréquentation de 2019. On n'y est pas encore tout à fait. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les Messins ont pris vraiment conscience de l'importance du Métis et du réseau Le Met pour aller à leur domicile, à leur emploi ou pour leur loisir? Oui, je pense que maintenant c'est rentré dans la vie Dans les quotidienne, dans les mœurs. Je vous donne une anecdote. Avec la métropole de Bordeaux, on avait organisé un déplacement d'un métis de Metz à Bordeaux. Les deux présidents des métropoles respectives s'étaient entendus pour faire découvrir aux Bordelais ce moyen de transport. Et j'étais allé, évidemment, et quand on se promenait à Bordeaux avec ce véhicule métis, tous les gens vous regardent, vous prenez des photos en permanence, ce qui était le cas à Metz au début, me semble-t-il. Maintenant, les gens, c'est dans leur quotidien, donc ils n'y font plus attention, ils l'empruntent. C'est vraiment ce qu'il fallait. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un objet particulier, ça doit être un objet du quotidien. Est-ce que c'est également le cas pour les fameux parkings relais? On sait qu'ils ne sont pas toujours pris d'assaut. Alors, il y en a trois. Celui qui était quasi saturé, encore une fois, avec le Covid, c'est Rochambeau, qui est le plus proche du centre-ville, et qui est aussi le plus petit, donc qui se remplit plus rapidement. Les deux autres sont 2 fois plus grands, se remplissent plus lentement, mais ils fonctionnent, et ils fonctionnaient de mieux en mieux, encore une fois, jusqu'à l'arrivée du Covid. Là, ça redémarre progressivement. Dans votre stratégie, est-ce que vous aviez pris en compte les matchs de foot du FC Metz? Alors le FC Metz va certainement descendre en Ligue 2, il y aura peut-être un peu moins de public, mais lors des matchs du FC Metz, il y a forcément du public, les parkings ne sont pas forcément, comme je disais, pris d'assaut. Est-ce qu'il y a une stratégie peut-être à revoir dans ce domaine-là? Oui, on échange avec l'Eurométropole de Metz et Madame la vice-présidente sur ces sujets, parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse plus et que le réseau Le Met aille jusqu'au stade, si on le peut, ou le plus proche possible. Bon, c'est un peu difficile parce que le boulevard est saturé, Saint-Symphorien, les abords sont difficiles. Il faut réfléchir à ça pour que les spectateurs viennent le plus possible en transport en commun. Alors on parlait tout à l'heure de serpent de mer avec la 31 bis, je pense que vous me voyez venir. Depuis 10 ans, il y a la fameuse ligne Métis C qui devrait enfin, j'ai envie de dire, relier le centre de Marly au cœur de la ville de Metz en passant par Montigny-lès-Metz, via la rue du Général Fragnat. Les travaux doivent débuter en 2023 pour une mise en service en 2025. Oui. Alléluia! Oui, formidable. Écoutez, c'est là qu'on voit le volontarisme de la métropole et de son président qui a décidé d'actionner tous les leviers pour mettre en place cette troisième ligne qui se mettra en service, effectivement, aux dates que vous avez mentionnées. C'est un vrai projet. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un besoin de desserte de la partie sud du territoire. Voilà, cette ligne va y répondre. Combien coûte cette ligne du Métis? Alors, je n'ai pas les chiffres grosso en tête. Modo. J'ai pas les chiffres en tête. D'abord parce que tout n'est pas finalisé. Oui, bien sûr. Vous voyez, le matériel roulant, par exemple, c'est-à-dire les véhicules ne sont pas encore totalement déterminés. Il va falloir établir un cahier des charges, choisir. Des constructeurs vont répondre. Donc, on ne sait pas encore tout ça. Donc, voilà, on n'a pas les données tout à fait finalisées. Et puis, je laisserai au président le soin de communiquer plus amplement sur ces sujets. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. On y travaille avec l'Eurométropole. L'objectif sur le moyen et long terme, c'est finalement de desservir toute l'Eurométropole de Metz? En tout cas, de drainer au maximum la totalité des communes et au mieux le territoire. Parce que vous savez, quand on implante une ligne de cette envergure, on rebat les cartes, on reconçoit le réseau pour mieux l'organiser, puisque cette ligne va venir drainer toute une population qui va générer des flux entre le sud de la métropole, vous avez cité Marly et Montigny, vers le centre-ville et inversement. Et donc, il va falloir rebattre les cartes sur la totalité du réseau. Mais oui, bien sûr, tout ça va dynamiser le réseau, comme cela a été pour les 2 premières lignes, les Métis A et Métis B.
Vous avez été, promesse formulée, durant la campagne municipale par François Grosdidier. Des navettes fluviales vont-elles être bien lancées sur la Moselle entre le centre-ville de Metz et Moulins-les-Metz? Oui, il y a des... Pareil, là aussi, c'est dans les cartons. C'est plus que dans les cartons. Si vous vous promenez à Metz, vous allez voir que les pontons sont installés, sont en cours de finalisation de la pose et de l'installation. Et là aussi, je laisserai le président communiquer de façon officielle et d'envergure sur les sujets, mais c'est dans les tuyaux, ça avance bien, et on va effectivement lancer une ligne de bateau-bus. Voilà, je l'appelle comme ça. Quel est l'objectif avec ces bateaux-bus? Il y en a deux. Le président et maire de Metz avait voulu redynamiser l'eau à Metz, le plan d'eau, la Moselle. On voit bien que c'est un sujet qui mérite attention et qui est attractif. Il y a déjà des choses qui se passent. Il y a Metz-Plage, il y a un certain nombre d'activités. Voilà, donc le président voulait aller plus loin sur ce sujet. Et puis, il veut en faire une ligne de bateau-bus, c'est pour ça que j'ai prononcé ce mot, comme une ligne du réseau Le Met. Donc on pourrait imaginer de prendre cette ligne de bateau pour aller dans le centre de ville de Metz, en repartir, aller à une manifestation, aller au marché le samedi par exemple, ou des choses comme ça. C'est un projet quand même hyper ambitieux quand on connaît, on parlait tout à l'heure de la météo sur Metz, il ne fait pas toujours beau, c'est un vrai pari. C'est un vrai pari, mais vous savez, les intempéries, c'est autre chose. Les villes du nord de l'Europe et leurs habitants font beaucoup de vélo et on dit il fait froid, il pleut, et pourtant ils en font. Donc voilà. Non, c'est pas un sujet, c'est que s'il y a une volonté de dynamiser ce type de transport, alors on va faire une expérimentation, on va voir. Voilà, il faut être prudent, je ne sais pas. On va bien voir comment tout ça va marcher. Est-ce que la population va être intéressée? Est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que vous avez une sorte de ville modèle un petit peu sur lequel vous vous calquez ou vous regardez attentivement ce qui se fait? Alors non, il n'y en a pas qu'une, ce serait trop simple. Il y en a plusieurs. Il y a des villes qui ont été innovantes dans le transport, mais plusieurs en France. Vous avez cité vous-même Lille, j'ai cité Bordeaux tout à l'heure. On peut en voir, alors en plus avec des couleurs politiques différentes, donc c'est très bien. Et on voit que ce sont des villes qui ont été très très volontaristes en matière de transport en commun. Mais Metz est un très bon exemple dans la catégorie des villes de cette taille. Vous avez également renforcé votre politique en matière de vélo et de vélo électrique. Vous avez acheté il y a quasiment un an, jour pour jour, 110 nouveaux vélos assistance électrique, d'un montant pour être exact de 131 736 € pour un parc total de 315 VAE. Oui, c'est vrai. Alors, l'Étam, l'entreprise, avait acheté déjà 200 vélos. Alors, vous savez, c'est là aussi étonnant. J'avais lancé dans le budget de l'entreprise l'achat d'un peu plus de 200 vélos assistance électrique en 2019, sans savoir qu'évidemment, l'année suivante, on aurait le Covid qui viendrait plomber un peu tout ça. Et malgré ce Covid, ce vélo a plutôt pris et la métropole a souhaité compléter l'offre et a racheté, vous l'avez dit, 110 vélos supplémentaires. Donc, on a un beau panel. Maintenant, on a des vélos classiques, des vélos pliants aussi, et des vélos à assistance électrique. On a l'impression que ça tient vraiment à cœur à François Grosdidier, qui insiste dessus depuis son arrivée à la mairie de Metz et à la présidence de l'Eurométropole de Metz. Tout à fait. Encore une fois, pour la même raison qu'on évoquait tout à l'heure, la multimodalité de la mobilité et des transports. Voilà, on peut à un moment donné utiliser le vélo, c'est assez pratique, on le laisse un peu partout en ville, il y a les arceaux pour se faire, et voilà, c'est assez fluide. On va parler des futurs bus qui devraient rouler d'ici 2025 à l'hydrogène via un projet entre l'Eurométropole de Metz, l'UEM et le groupe John Cockerill d'un certain Bernard Serin, le président du FC Metz. Rouler à l'hydrogène, comme c'est déjà le cas par exemple à Pau ou Versailles, c'est l'avenir. Oui, je le pense. Le président de la métropole qui a fait ce choix également. D'abord, vous savez que la loi de transition énergétique oblige les autorités organisatrices de transport, les collectivités locales, à faire des choix volontaristes en matière de motorisation. Donc c'est soit de l'électrique, soit de l'hydrogène, soit éventuellement du gaz naturel. Et donc le président de la métropole a choisi l'hydrogène. Effectivement, le gros avantage de l'hydrogène, c'est qu'il ne rejette localement que de la vapeur d'eau. Donc on fait chuter considérablement les émissions de CO2, ce qui est plutôt bon pour notre planète, ou les fameuses NOx, les émissions de polluants et de particules. Est-ce qu'il y a déjà des prototypes qui ont déjà vu le jour? Oui, il y a un certain nombre de constructeurs de bus qui se mettent en ordre de bataille pour en fournir. Vous avez cité la ville de Pau qui en a acheté 6 ou 7. Il y en a quelques-uns à Versailles, il y en a à droite à gauche, dans le Pas-de-Calais par exemple. Il y en a, voilà, on sent que... Et puis il y a plus proche de nous, il y a la métropole de Dijon qui avance de façon significative
arrive sur la mise en place de véhicules à hydrogène, et nous, dans la foulée. Et donc, la troisième ligne de BHNS, la ligne C dont vous parliez tout à l'heure, sera équipée de véhicules à hydrogène. Sur l'aspect multimodal, forcément, c'est là aussi l'avenir pour une ville comme Metz. Mais au niveau de la sécurité, ça ne doit pas être simple. On doit s'arracher les cheveux parce que, justement, il y a plein de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Ah oui, c'est une nouvelle technologie. Donc, tout ça est plus compliqué. Mais bon, si c'était facile, on ne serait pas là et on ne le ferait pas. Donc voilà, c'est compliqué, c'était donc intéressant. Donc on va le faire. Oui, c'est compliqué parce que les processus de maintenance sont différents. Mais voilà, on va former le personnel, on va s'adapter et puis on y arrivera et j'ai aucun doute. Ce projet à Metz, dans sa globalité, est-ce que c'est le dernier de Franck Duval ou est-ce qu'il ne réfléchit pas à ça et il ne se projette pas encore ? Oh, d'abord, le dernier, j'espère que non. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques cheveux blancs, j'ai encore quelques belles années professionnelles devant moi. Non, mais peut-être rester à Metz jusqu'à la fin de votre carrière. On verra. J'en sais rien. La vie est faite d'opportunités qu'on ne maîtrise pas toujours. Vous savez, vous évoquiez ma venue à titre privé à Metz sans savoir que 3 ans après, j'y viendrai y travailler. Donc voilà, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a de beaux projets en matière de transport à Metz et que j'ai un vrai bonheur à accompagner la métropole à les mettre en place. Eh bien, merci beaucoup, Franck Duval, d'être venu sur ce plateau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.